Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. 1985-2025, le Stade Louis II fête cette année ses 40 ans. Plusieurs événements ponctueront cet anniversaire pour honorer cette enceinte légendaire. Un aigle pigargue à tête blanche sur le rocher, la mascotte du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, dont la marraine n'est autre que son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, est en visite en principauté. Nous l'avons suivi. Puis nous irons à Mayotte, où l'archipel tente de se reconstruire après le passage du cyclone Chido. Nous serons en duplex avec Jérémy Cranchamp, porte-parole de la protection civile française. 122 destinations vers 45 pays, près de 14,8 millions de passagers en 2024. L'aéroport Nice-Côte d'Azur bat des records. Franck Goldnadel sera notre invité. Et puis les Belges Michel Decrémer et Jennifer Hugo continuent leur règne sur le rallye Monte-Carlo historique en remportant la 27e édition. C'est le temple du sport monégasque. Le Stade Louis II fête cette année ses 40 ans. Inauguré le 25 janvier 1985 par le prince Régnier III, l'enceinte légendaire a été le témoin de nombreux exploits, tous sports confondus. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs événements vont être organisés tout au long de l'année, comme celui donné hier en présence du prince Albert II. Le reportage de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. 40 ans après son inauguration, ce bâtiment emblématique continue d'être un acteur incontournable du paysage monégasque. Le Stade Louis II a vu défiler entre autres des légendes du sport, que ce soit dans le monde du foot, de l'athlétisme, de la natation ou encore du rugby récemment. Une cérémonie officielle pour revenir aux origines s'est tenue au salon d'honneur du Stade Louis II en présence du souverain et de très nombreuses personnalités. Cet événement a mis en lumière la genèse du projet depuis sa conception jusqu'à son inauguration en présence de ceux qui ont contribué à sa construction et à son développement. Une occasion de rappeler le rôle fondamental du stade au cœur de la vie monégasque. Il représente beaucoup parce que, encore une fois, je l'ai porté à la conception, à la réalisation et puis en tant que praticien ou usager depuis 40 ans. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui a occupé une bonne partie de ma vie. Qu'est-ce que représente pour vous ce stade, tout simplement ? Le bâtiment le plus emblématique de Monaco, le bâtiment le plus fréquenté par la population monégasque, est tout simplement un bâtiment qui représente qui est posé sur 3 hectares et qui représente 145 000 mètres carrés de plancher. Je crois que c'est un des plus gros bâtiments publics de Monaco. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ce stade, de grands événements que vous avez peut-être pu observer ? Moi, j'ai un souvenir tout à fait récent du stade. C'est le pilote d'Air France, il y a 3 semaines, qui, pour m'amener à Paris pour un rendez-vous, on décolle de Nice. Il me dit « Gérard, vous avez vu le stade vue du ciel ?» Je lui dis « non, pas complètement, pas encore. » Il me dit « D'accord. Alors la tour de contrôle, est-ce que je peux élargir ?» Il a élargi le vol d'Air France pour passer au-dessus du stade pour que je puisse le voir dans la cabine. Cadeau extraordinaire. Donc j'ai vu les arches vues du ciel, j'ai vu Fontvieille. C'était assez extraordinaire. Parmi les personnalités présentes, vous l'avez vu, le journaliste sportif emblématique de Antenne 2, puis de France Télévisions, Gérard Rolls. Il sera le commissaire d'une exposition inédite consacrée à cet anniversaire, expo visible au printemps, intitulée « Il était une première fois ». Monaco, pour moi, c'est l'une des villes les plus sportives au monde. C'est extraordinaire, tout ce qui se passe ici en événements sportifs. Et avec ce stade Louis II là, qui regroupe tout, quand on m'a appelé, on m'a dit on va fêter ensemble les 40 ans, j'ai dit oui. Alors l'expo, le premier match de foot, le premier record d'athlétisme, le premier tournoi d'escrime, le premier match de basket, etc. Les grandes premières. La rue des souvenirs avec les grandes premières. Une plaque commémorative signée par le souverain et confectionnée avec 6 sièges jaunes du stade fondu pour l'occasion fera partie de l'exposition. Elle sera inaugurée lors d'un vernissage organisé courant avril et se tiendra dans la rue piétonne intérieure. Et sachez que pour les 40 ans du Stade Louis II, un timbre commémoratif sera émis le 18 mars. Une belle manière d'inscrire cet événement dans le temps et d'offrir aux passionnés un souvenir philatélique unique.
Un invité particulier s'est glissé aujourd'hui lors de la relève de la garde sur le rocher. Il s'agit de Malizia, un aigle pigargue à tête blanche. Il est la mascotte du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, dont la marraine n'est autre que son Altesse royale la princesse de Hanovre. La dernière visite de Malizia en principauté remonte à 2017, c'était lors de la fête nationale marquée par le bicentenaire des carabiniers du prince. Le reportage d'Alban Gingembre et Thomas Deus. Elle est la mascotte du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Malizia, l'aigle pigargue à tête blanche, est un don de son Altesse Sérénissime, la princesse de Hanovre, marraine du régiment. Notre régiment, le 17e régiment de génie parachutiste, le génie, on maîtrise l'explosif, donc on dit qu'on maîtrise le feu. Et parachutiste, on maîtrise les airs, et les aigles ont la faculté de pouvoir regarder le soleil de face, donc on dit qu'ils maîtrisent le feu. Maîtrise les airs, forcément c'est d'excellents planeurs, donc voilà. À Montauban, les gens connaissent aussi le régiment par rapport à la mascotte. Pendant son séjour en principauté, Malizia est accueillie au jardin animalier Régnier 3, un beau cadeau pour célébrer les 70 ans du parc. Une rencontre animale avec Malizia et amicale avec Fabien, l'aiguilier. Donc du coup on a toujours été restés en contact et c'est un vrai plaisir de les accueillir au sein du parc. D'autant plus que ça a une corrélation avec le fait qu'on ait relâché une jeune femelle pigargue à queue blanche l'année dernière au mois de septembre sur le bord du lac Léman avec les aigles du Léman. Donc là du coup on est parrain de cet animal qu'on va suivre pendant des années. On va financer l'équipement, sa balise pour la suivre, tous ses frais de nourriture et d'entretien. Et après, une fois qu'elle a été relâchée, on peut suivre sur nos réseaux l'évolution de l'animal. Malizia est donc le symbole du lien qui unit le régiment à la famille princière de Monaco, un lien entretenu d'année en année. Le 14 décembre dernier, le cyclone Chido frappait violemment Mayotte. Immédiatement, un vaste élan de solidarité s'était formé pour soutenir cet archipel de l'océan Indien. En principauté, la Croix-Rouge monégasque avait lancé un appel aux dons pour venir en aide aux Mahorais. 8 semaines plus tard, comment la population se relève-t-elle et quelle est la situation sur place? Pour le savoir, nous sommes en duplex avec Jérémy Cranchamp, porte-parole de la protection civile française. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé à Mayotte en début de semaine. Où vous vous trouvez actuellement? Alors pour l'instant, je suis à Mamoudzou, c'est la capitale économique de Mayotte en fait, et c'est où se trouve en fait le centre névralgique de l'action de secours de la protection civile. Et quelle est la situation sur place 1 mois et demi après le passage du cyclone Chido? Alors 8 semaines après le passage du cyclone Chido, la situation est plutôt dans la reprise d'activité, le retour à la normale. Néanmoins, on a encore sur la protection civile de nombreux travaux en cours, des travaux de déblaiement, des travaux de tronçonnage, mais aussi un travail sanitaire avec des dispensaires qu'on a ouverts sur l'archipel pour essayer d'assister au mieux les Mahorais. Justement, comment se traduit l'aide de la protection civile sur place? Il faut savoir que la protection civile s'est mobilisée immédiatement après le passage du cyclone. Hein. C'est ça, dès le 16 décembre, en lien avec l'Association des maires de France, on a monté cette mission humanitaire, hein, finalement, pour nos amis mahorais. L'aide concrètement, c'est une aide d'abord logistique avec 50 bénévoles de la protection civile qui se relaient tous les 15 jours. Et puis une aide aussi médicale, une aide sanitaire qui permet donc d'avoir ouvert 2 dispensaires ouverts à tous, pour permettre que tous les Mahorais et les Mahoraises se suivent. La situation sur place reste compliquée. Certains foyers sont toujours privés d'électricité. Oui, alors il y a des problèmes d'accès à l'électricité, il y a des problèmes d'accès à l'eau potable également. Donc effectivement, la situation reste compliquée, même si on constate 8 semaines après le passage du cyclone Chido, vraiment un retour à la normale avec, vous voyez certainement derrière moi, des voitures qui passent, des commerces qui sont ouverts, des restaurants qui sont ouverts. Voilà, on sent le retour à la normale, mais le travail sera long. Quelle est la priorité aujourd'hui, Jérémy Cranchamp? La priorité pour nous, la protection civile, c'est une priorité sanitaire, c'est-à-dire d'apporter un complément à l'offre de soins actuelle qui existe sur Mayotte, mais qui est carrément sous-dimensionnée par rapport à la population. Donc, on est en soutien au service de l'État sur cette partie-là, avec, donc, comme je vous l'ai dit, ces fameux dispensaires gratuits ouverts à tous qui permettent de voir un médecin de la protection civile, un infirmier de la protection civile, des secouristes, mais aussi des maraudes sanitaires dans les bangas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle ici l'habitat traditionnel des bidonvilles. Donc, ces personnes qui ont du mal à se rendre à l'hôpital ou se rendre dans ces dispensaires, bien, la protection civile va les voir pour essayer d'apporter l'offre de soins et éviter qu'une épidémie ou quelque chose se propage. Oui, parce que le risque épidémiologique est toujours présent.
Oui, malheureusement, l'île est soumise à ce risque-là. On l'a vu encore il y a quelques années avec l'épidémie de choléra. Donc, il y a vraiment un problème sanitaire à traiter. 2 semaines après le cyclone, je vous le dis, c'est toujours d'actualité et c'est vraiment le cœur du travail de la protection civile. Et comment les Mahorais accueillent votre aide? Que vous disent-ils quand vous les rencontrez? Alors, c'est très particulier parce que la protection civile est très peu implantée à Mayotte. On n'a qu'une seule antenne avec quelques bénévoles. Donc, le fait de voir arriver une cinquantaine de bénévoles tous les 15 jours avec des véhicules de protection civile, des moyens de protection civile, nos logos et nos tenues qui sont facilement identifiables, les Mahorais et les Mahoraises nous accueillent plutôt chaleureusement. Il faut savoir que c'est quand même un contexte aussi sécuritaire compliqué. Et voilà, on est plutôt dans une logique chaleureuse avec les Mahorais et les Mahoraises. Et la solidarité donc se poursuit sur place. Merci beaucoup Jérémy Crinchon d'avoir été avec nous depuis Mamoudzou à Mayotte, 8 semaines après le passage du cyclone Chido. Merci à vous. Merci à vous. De retour à Monaco où les travaux se poursuivent du côté du Larvoto. Ils ont débuté le 2 janvier dernier et ont pour objectif de protéger le littoral. Ils devraient s'achever le 30 avril prochain. Comment sont opérés ces travaux, dont la difficulté est également de préserver la biodiversité marine? Élément de réponse avec Sarah Villemain et Lionel Bernardi. Un mois que la plage du Larvoto apparaît dans un décor de chantier. Des travaux de stabilisation du trait de côte et de renforcement de la protection de la plage ont débuté, et ce, pour une durée de plusieurs semaines. Il y a une première phase qui se réalisera de janvier à avril 2025 sur l'entrée est de l'Anse. Donc elle visera à créer un îlot en enrochement intégrant des modules éco-conçus en lieu et place des géotubes existants. De mai à septembre 2025, il n'y aura pas d'intervention pour permettre le bon déroulement de la saison estivale. Et on reprendra les travaux d'octobre à décembre 2025 au droit de l'entrée ouest de l'Anse. Il y a quelques années, des géotubes avaient été installés au large du littoral afin de lutter contre l'érosion, un phénomène très présent à Monaco. Mais ceux-ci vont désormais être remplacés par des îlots en enrochement. Les travaux ils vont consister à réaliser 2 îlots en enrochement en lieu et place des géotubes existants, ainsi qu'à scinder le brise-lames central historique en 2 pour favoriser l'oxygénation de l'eau. Ce chantier vise à atteindre plusieurs objectifs pour la plage du Larvoto. Il a 3 objectifs ce chantier. D'abord c'est réduire les phénomènes de submersion qui impactent les restaurateurs, du fait de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes en Méditerranée. Deuxièmement, c'est limiter le phénomène d'érosion du trait de côte, le creusement de la plage qu'on constate tous les ans et qui fait qu'on doit venir chaque année avec un engin de terrassement reprofiler le trait de côte pour redonner à la plage une largeur suffisante. Et enfin, il a une visée écologique, il va permettre d'améliorer le potentiel écologique de l'Anse du Larvoto. Afin de protéger la biodiversité marine, les travaux vont être réalisés sous enceinte confinée, à l'aide de barrages flottants, pour protéger au maximum l'herbier de Posidonie. 122 destinations vers 45 pays. 2024 aura été dense pour l'aéroport Nice-Côte d'Azur qui vient tout juste de dresser le bilan de l'année écoulée. Le trafic aérien est supérieur aux standards de 2019 et le nombre de passagers ne cesse d'augmenter. Que traduisent ces chiffres et quels sont désormais les défis pour l'année 2025? Franck Goldnadel, président du directoire aéroport de la Côte d'Azur, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous espériez un tel bilan lorsque vous avez débuté l'exercice 2024? Nous avions quand même beaucoup d'espoir sur une saison 2024, enfin une année 2024 et une saison été 2024 qui serait au beau fixe. Et elle ne nous a pas déçus et on a effectivement eu un record de trafic à plusieurs niveaux à l'été 2024. Il faut dire que le territoire bénéficiait non seulement des événements qu'il a l'habitude d'accueillir, je pense en particulier au Grand Prix de Formule 1, mais le fait d'avoir en plus cette année le final du Tour de France qui reliait Monaco à Nice, ça a été pour nous un élément complémentaire. C'est comme ça que l'on peut expliquer ce regain d'activité? Je pense que c'est une des raisons, mais ça reste aussi et surtout la conséquence de 2 phénomènes. D'abord, notre territoire au sens large, la Riviera, attire beaucoup d'étrangers et en particulier la principauté de Monaco accueille de plus en plus de personnes qui veulent venir visiter la principauté. Et puis, on a quand même un territoire enclavé. Et pour les Azuréens que nous sommes tous, le souhait de pouvoir
voyager le plus librement possible par l'aéroport est quand même le moyen le plus simple. On parle de près de 14,8 millions de passagers. C'est plus qu'en 2023, plus qu'en 2019 également, l'année avant la pandémie. Absolument, vous avez raison. C'est pour ça que je parlais de plusieurs records. C'est plus que 2019, c'est plus que 2023. Souvenons-nous quand même les années Covid. On se posait la question de savoir si le monde d'après allait ressembler au monde d'avant. Je n'avais personnellement pas de doute. Je pense que le besoin de voyager, le besoin de visiter l'autre ou le besoin de venir visiter notre territoire est toujours là. La question, c'était quand. Et si on se rappelle aussi qu'il y a un deuxième événement qui a quand même beaucoup touché notre secteur, c'est la guerre en Ukraine, avec ses conséquences sur la liberté de voyage à la fois des Ukrainiens et des Russes. Voilà, 2019 n'était quand même pas la même année que celle que nous vivons aujourd'hui. Et malgré ces deux événements, crise Covid d'un côté et la guerre en Ukraine, on a recouvré le trafic de 2019, pas tout à fait donc avec le même périmètre et les mêmes clients, mais on a dépassé. On parle de record. Un autre record, c'est celui du nombre de destinations en 2024 proposées par l'aéroport Nice-Côte d'Azur. 122, c'est historique. C'est historique. Encore une fois, je vous le redis parce que c'est important de l'avoir en tête. On ne compare pas complètement des choses comparables. On avait plusieurs destinations en Ukraine et en Russie que nous n'avons plus. Par contre, et vous le savez bien, en particulier à Monaco, le succès des vols vers les États-Unis ou en provenance des États-Unis qui nous amène beaucoup d'Américains, beaucoup plus qu'en 2019. Et ça, c'est très important parce que ce qu'attend le territoire de son aéroport, c'est vraiment la connectivité avec le monde. Et plus qu'un record de passagers, parce que souvent on me dit est-ce que vous attendez un record ou pas du nombre de clients? L'objectif n'est pas là. L'objectif pour l'aéroport, pour son territoire, c'est sa connectivité. Et c'est plus le nombre de destinations, le nombre de pays et la facilité qu'on a de les rejoindre. Est-ce que l'impact environnemental est aussi un engagement fort pour l'aéroport Nice-Côte d'Azur? Comment vous intervenez pour réduire votre émission de gaz à effet de serre? Vous êtes souvent pointé du doigt quand on pense forcément à l'aviation. En fait, nous sommes un secteur d'activité économique, un secteur de transport, mais j'ai envie de dire comme tout secteur, nous sommes un secteur émissif. Il n'y a pas aujourd'hui d'activité qui ne soit pas émissive. Mais comme vous l'avez dit, à la demande à la fois de notre territoire, mais aussi à la demande des actionnaires de l'aéroport, nous essayons d'être les meilleurs élèves en France et en Europe en matière de décarbonation. Donc, je le redis et je le redis chaque année, on a pris un engagement d'être neutre carbone pour nos propres émissions de CO2 et depuis l'année d'origine 2010, on a réduit de 95%. La dernière grosse étape qu'on a franchie, c'est quand même le chauffage et la climatisation du terminal 1 qui est désormais initié par la récupération d'énergie des eaux usées de la métropole de Nice et une transformation électrique et non plus par des chaudières à gaz. C'est un exemple qui nous a fait réduire fortement nos émissions, mais on ne s'arrête pas là. On est aussi beaucoup en travail, en interaction avec les compagnies aériennes et les assistants en escale, c'est-à-dire toutes les entreprises qui travaillent au chargement, au déchargement des avions pour réduire les émissions de CO2, réduire le temps de roulage des avions et permettre aux avions les plus modernes, les plus efficaces, les moins émissifs, d'être les avions de nouvelle génération qui atterrissent et qui décollent de l'aéroport. Et puis, je n'oublie pas un dernier levier, c'est celui des clients, des passagers, qui viennent de plus en plus avec des moyens de transport en commun, le succès du tram en état, qui fait qu'avant, on venait en voiture individuelle, maintenant, on prend des transports en commun. Alors, on vient de faire le point sur l'année 2024. Que nous réserve à présent 2025 ? Mais à plusieurs choses. D'abord, on continue de travailler avec les compagnies aériennes à ouvrir des nouvelles lignes. Donc, on l'avait déjà indiqué il y a quelques semaines. Vous savez qu'on aura une nouvelle ligne vers les États-Unis, vers Washington. Mais on continue de travailler avec nos compagnies clientes sur d'ouverture de lignes vers l'Europe ou vers le Moyen-Orient ou le bassin méditerranéen. C'est très important parce que, encore une fois, il s'agit de mieux connecter notre territoire au reste du monde. Donc, on le fait patiemment, assurément, en professionnalisant nos relations avec les compagnies aériennes, en parfaite aussi interaction avec les offices du tourisme
et en particulier celui de Monaco, avec qui nous travaillons main dans la main pour continuer de mieux connecter encore la principauté avec le reste du monde. C'est ça notre objectif, tout en continuant d'améliorer la qualité de service. De nombreux défis donc qui vous attendent. Merci beaucoup Franck Goldnadel d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous de m'avoir invité. Il est incolore, inodore et pourtant toxique et potentiellement mortel. Chaque année, le monoxyde de carbone est responsable de milliers d'intoxications en France. Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques. Pour faire passer ce message, les sapeurs-pompiers et la SMEG ont organisé ce matin un atelier d'information. Le reportage de Christine Dapetit et Arnaud Humbert. L'intoxication se produit après l'inhalation d'un gaz, le monoxyde de carbone, incolore, inodore et insipide. Les personnes qui y sont exposées ont donc du mal à le détecter. C'est pourquoi la mise en place d'un détecteur au monoxyde de carbone dans son logement est fortement conseillée si vous utilisez du gaz. Un dispositif d'ailleurs obligatoire pour les particuliers depuis 2 ans en principauté, mais tous n'en sont pas encore conscients. Une fois que vous vous rendez compte que vous êtes intoxiqué au monoxyde de carbone, c'est déjà presque trop tard. C'est-à-dire que vous allez avoir des symptômes sans vous rendre compte d'une fuite. Donc dans l'idée, c'est de favoriser la prévention et d'inciter les gens à installer des détecteurs de monoxyde de carbone près des ustensiles de chauffage et de combustion, de façon à ce qu'ils soient alertés du risque d'intoxication avant d'être intoxiqué. L'installation de ces détecteurs relève de la sphère privée. Alors nous, ce qu'on conseille, c'est de les faire installer par des professionnels. Il y a pas mal d'entreprises ici à Monaco très qualifiées en capacité de le faire. Et après, la difficulté, non, c'est un coût qui est relativement modeste. On est dans le même ordre de prix que des détecteurs d'incendie. Et bien sûr, si on compare le prix de l'équipement au bénéfice qu'on a, qui est d'éviter de s'intoxiquer avec ce gaz, il est énorme, quoi. Donc on conseille bien sûr, en dehors du fait que c'est obligatoire, on conseille à nos clients bien sûr de s'équiper le plus vite possible. Ça commence par des maux de ventre, mal à la tête, des nausées, des vomissements, et ça peut aller jusqu'à l'endormissement. Le problème, c'est que l'endormissement, c'est trop tard, c'est déjà trop tard, et il y a de forts risques que ce soit suivi d'un décès. L'exposition à de fortes concentrations de monoxyde de carbone est rapidement mortelle. Pour des concentrations plus faibles, les effets sont d'abord insidieux, évoquant une intoxication alimentaire ou une ébriété pour évoluer vers des troubles neurologiques bien plus graves. Il est donc essentiel de prévenir ces risques. Votre vie et votre santé étant en jeu. Le rallye Monte-Carlo historique a livré son verdict. Les vainqueurs de cette 27e édition ne sont autres que les tenants du titre, Michel Decrémer et Jennifer Hugo. Les Belges auront été formidables de bout en bout jusqu'à l'épreuve finale et la mythique boucle du Turini. Vanessa Dessy lève le voile sur la fin de ce rallye sur des images d'Alexandra Marangoni. La dernière journée a été quelque peu intense sur les routes sinueuses menant à Monaco. Le départ depuis Valence a immédiatement plongé les concurrents dans le vif du sujet. Le col de Pomerol, étroit et exigeant, a causé quelques frayeurs, redistribuant les cartes dans le classement. La fameuse spéciale de régularité Sisterontoire a été le théâtre de belles batailles, avec son emblématique col de Fontbelle. Entre prise de risque calculée et gestion de l'usure, cette spéciale a marqué un tournant dans la course. Avant de rejoindre la principauté, les équipages ont marqué une dernière pause stratégique à la Turbie, où s'est tenu l'ultime contrôle horaire. Perché à 500 mètres d'altitude surplombant Monaco, cette étape de regroupement a offert aux concurrents un dernier moment de répit, après des kilomètres d'efforts à travers les cols alpins. Fatigue sur le visage, mécanique parfois éprouvée, mais aussi satisfaction d'avoir franchi les dernières épreuves de montagne. L'ambiance était un mélange de soulagement et de concentration. Certains ajustaient leur voiture, d'autres partageaient leur anecdote de course, avant de plonger dans la descente finale vers le port Hercule, où les équipages se sont retrouvés. Le premier jour c'était bien, il y avait un peu de neige, de la glace, on s'est bien amusé, mais après voilà, c'est comme ça. Mais non, et puis du bonheur d'être là, d'arriver en pleine forme, et voilà, avec du public et tout ce qu'il faut. Bon, on a équipé les clous, là on va voir ce que ça donne et on verra. C'est la première participation, donc on va essayer de se performer le mieux qu'on peut
à notre niveau surtout. Ah, l'ambiance publique, c'est majestueux, c'est formidable. Aujourd'hui, oui, on a retrouvé le beau temps, après avoir essuyé pas la tempête, mais on a eu beaucoup de verglas, de la neige et surtout du brouillard aussi. Et là, on a retrouvé notre beau ciel bleu et on est bien content d'être arrivé à Monaco. Parmi les concurrents, un équipage 100% féminin s'est illustré par de belles performances. Franchement, c'était difficile. Nous, on a eu des problèmes mécaniques avec la voiture, donc elle est restée une journée off. Donc ça a un petit peu plombé notre classement. Mais pour le reste, on s'est vraiment fait plaisir. Les spéciales, elles étaient incroyables, les conditions étaient dingues. La neige, le verglas et les paysages magnifiques. Donc on a passé un super moment. D'autres concurrents, en revanche, ont dû faire face à des imprévus sur le parcours. L'étape d'aujourd'hui, pour nous, vraiment super. Donc, on a vraiment fait de bonnes performances. On a fait 3e sur une des spéciales, donc on était contents. Et après, de temps en temps, c'est toujours un peu Monte-Carlo, il y a des voitures qui gênent un peu partout, mais ça fait partie du jeu. Normalement, on devrait être un peu mieux classé, parce qu'on nous a coincé dans la première spéciale du rallye. Ça nous a tué tout le rallye. Donc en général, on fait toujours des bons classements. Donc là, on va essayer de faire un truc bien ce soir en fait. C'était une belle épreuve, on n'a pas bien roulé, mais c'était bien sympa à faire. On est parfait, mais notre chronomètre, il marche pas correctement. Ah, pourquoi ? Parce qu'on a mal... Parce qu'il est vieux comme nous. Pendant ce temps, l'une des voitures les plus anciennes du plateau, une MG de 1963, a réussi à atteindre le podium en principauté avant l'étape finale, mais non sans quelques difficultés. C'est compliqué pour nous parce que depuis le début, on n'a pas de frein du tout. Le garage a malheureusement monté un mauvais mètre-cylindre de frein. Donc depuis le départ, on a 0 frein. Un petit peu de frein à main, beaucoup de frein moteur. Donc ça se passe relativement bien dans les montées. Et dans les descentes, on a un petit peu peur par moment. Mais on va essayer de terminer. Après cette journée éprouvante, les rescapés de cette édition 2025 ont eu quelques heures de répit avant d'affronter l'ultime défi, la légendaire nuit de Turini où le destin du rallye allait se sceller dans la nuit monégasque. Et c'est Michel Decrémer et Jennifer Hugo sur une Alfa Romeo Giulia de 1965 qui remportent ce 27e rallye Monte-Carlo historique. Nous sommes très contents, bien évidemment, mais ça je l'ai déjà dit l'année passée, mais ce fut une édition vraiment magnifique du rallye, avec un parcours sélectif, sportif, avec des conditions climatologiques comme on les attend au Monte-Carlo, avec un peu de brouillard, avec la neige et tout ça. Et voilà, et on avait très bien préparé notre rallye et on est un excellent team, Jennifer et moi, pour le moment, la symbiose est parfaite. Donc, très content, super content. Je peux rien dire de plus parce que c'est... surtout qu'on a terminé la soirée ici sans assurer, on a fait 2 scratchs. Donc les 2 dernières spéciales, on a fait le scratch. Donc ça nous a fait encore plus de plaisir. Cette 27e édition du rallye Monte-Carlo historique s'est achevée dans une ambiance survoltée au terme d'une nuit où le mythique col de Turini a une nouvelle fois écrit sa légende. Et prochain rendez-vous auto en principauté, le Monaco e-Prix, avec pour la première fois 2 manches au programme les 3 et 4 mai. Suite au succès des 2 premières éditions, la scène ouverte au Fort Antoine revient cet été. Les jeunes artistes de la Principauté pourront se produire dans ce mythique théâtre à ciel ouvert. Musique, danse, théâtre, quelle que soit votre discipline artistique, vous pouvez postuler pour être l'une des têtes d'affiche des Talents du Fort. Il suffit de soumettre votre candidature au plus tard le 11 avril en se rendant sur le site internet culture.mc. Place à présent à votre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Ce soir, Christina Petit, vous faites voyager nos papilles. Oui, je vous propose aujourd'hui que l'on se retrouve au 17 boulevard Albert Ier, car nous avons déniché pour vous une véritable petite pépite. Ouvert seulement depuis quelques mois, le Cèdre Bleu vous accueille ici. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela manquait à Monaco. C'est un ancien client à moi qui venait manger chez moi au restaurant où je travaillais avant, d'origine sénégalaise. Et un jour, il avait toujours ce projet d'ouvrir un restaurant libanais parce qu'il partait souvent sur Nice et voyait que ça manquait sur Monaco. Et donc il disait, j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Comme elle, c'est d'origine sénégalaise, donc il y a beaucoup la connaissance de la cuisine libanaise là-bas. Il me dit, Marco, j'ai envie de faire un restaurant libanais.
est-ce que ça te va de me suivre dans ce projet? Alors moi, on était le mois d'août, j'étais pourquoi pas. Donc je me jetais avec elle dans cette histoire. Et voilà, et maintenant on est là, on est dans un super endroit sous le port. Je pense que c'est un endroit magnifique avec une cuisine très simple, très familiale, très cosy. Nous sommes dans la pure tradition libanaise. Donc évidemment, il y a la mezze libanaise. Bien sûr, on n'oublie pas ni le houmous, ni le taboulé, ni le moutabal. Mais aussi bien sûr le kafta, le taou. Ce qui fait la différence avec d'autres restaurants, je dirais que tout est fait maison de A à Z. Nous sommes livrés de Rungis directement tous les matins, fruits et légumes compris. Nous avons un rapport qualité-prix imbattable. Les gens viennent ici parce que c'est convivial, parce que c'est cosy. Ça n'est pas forcément très typé libanais. On veut rester un peu ouvert à tout le monde. Mais on a une clientèle très habituée qui adore ce que nous faisons. De lundi à vendredi, on a tous les jours un plat du jour, un petit peu retouché, un petit peu revisité. Donc il y a une touche libanaise, mais avec quelques saveurs d'ici. Par exemple le shish barak, une espèce de ravioli libanaise qu'on a modernisé, l'aubergine farcie, vous voyez, on a aussi la gambas flambée à l'arak. Donc on est très moderne et bientôt on aura d'autres plats du jour tous les jours. Et ça va s'adapter à la saison. Donc bientôt l'asperge arrive, il y aura des asperges à la libanaise, etc., etc. On a de très bons cocktails à tout niveau. Évidemment, l'arak est présent dans ces cocktails-là, l'anis est présent, le jalab dont on a parlé, la date. Voilà, il y a vraiment de quoi être très heureux chez nous. Et alors vous avez un prénom bien français. Est-ce que vous êtes libanais ou est-ce que vous avez toujours été passionné par la cuisine libanaise? Non, absolument pas. Je suis libanais, j'ai quitté le Liban, j'avais 21 ans. Je m'appelle Claude parce que, vous savez, le Liban était une protectorat française, donc les prénoms français étaient très réputés. Mon oncle a décidé de m'appeler Claude parce qu'il vivait en France, il revenait de rentrer quand je suis né, donc je m'appelle Claude, mais c'est tout court, c'est mon seul prénom, Claude. Mais Claude Aoun, pour les Libanais, Claude Aoun. Mais ça reste Claude, oui. Alors si vous aussi vous avez envie de venir déguster une authentique cuisine libanaise, eh bien maintenant vous connaissez l'adresse. Le Cèdre Bleu vous accueille du lundi au samedi, midi et soir. Et puis sachez que l'établissement vous propose également la livraison à domicile. Merci Chrisinda. Ainsi s'achève ce journal. Dans quelques instants, la météo, suivie de Tout l'art du cinéma, présenté par Fabien Bonilla avec Vincent Vatrican. Ce soir, coup de projecteur sur Meurtre à l'italienne, film de 1959 de Pietro Germi, qui sera présenté dimanche au cinéma de Beaulieu. Malizia, la mascotte du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, dans l'objectif de Manuel Vitali, est à l'honneur en cette fin de JT. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonjour à tous, eh bien demain la météo se partagera entre le gris et le bleu, quelques nuages le matin, de belles éclaircies l'après-midi, des températures assez douces puisqu'elles seront comprises entre 6 et 15 degrés. Et puis sinon demain nous souhaiterons une bonne fête à tous les Gastons. Alors si vous ne le saviez pas, le proverbe dit à la Saint-Gaston, surveillons nos bourgeons. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.